Observation d'OVNI en novembre 2012, événements paranormaux observés dans une chambre, survol d'OVNI en Andalousie, expérience paranormale vécue après le décès d'un proche, manifestation physique d'une force invisible et l'actu OVNI, c'est le sommaire de cette nouvelle libre antenne BTLV. On est en direct et sans filet, alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. En disant de BTLV, j'ai cru comprendre que vous étiez nombreux et nombreuses à avoir vécu ou observé des choses que l'on classe dans le paranormal. Si la plupart du temps, les phénomènes ont une explication rationnelle, force est de constater que parfois nous sommes démunis devant tant d'étrangetés. Voilà pourquoi il est important d'en parler. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Comme à l'accoutumée, je ne suis pas seul ce soir, je suis avec Jocelyn F. Keller. Salut mon Jocelyn. Salut Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV. On va ensemble, bien sûr, écouter tous ceux qui osent témoigner parce que je le dis et je le répète et je le répéterai tout le temps, sans vos témoignages, cette émission n'a aucune valeur. Donc 01 86 22 21 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Alors, bien sûr, je suis surpris parce que chaque jour, je reçois bon nombre de témoignages de gens qui disent « Je découvre BTLV, je vous ai découvert sur YouTube, c'est une vraie merveille, merci, c'est une pépite. » Eh bien, si vous voulez en savoir plus et aller encore plus loin, sachez que BTLV, c'est surtout btlv.fr. C'est là, c'est la plus grande vidéothèque du mystère et de l'inexpliqué, des milliers d'émissions qui sont à votre disposition puisque nous fêtons nos 10 ans quand même. Et à cette occasion, on rappelle que les abonnements sont passés au sans engagement et qu'ils sont à tarif réduit, donc profitez-en. C'est l'occasion pour vous surtout de soutenir un média totalement libre et indépendant. Mon Jocelyn, on va aller directement au cœur du sujet. Oui. Beaucoup de choses ce soir. On va parler d'OVNI, on va parler d'événements paranormaux, je le disais en préambule. On va avoir Pascal Fechner qui nous parlera de l'actu OVNI. On aura Natacha Lecourtois, chef de rubrique au magazine Infinité dont nous sommes partenaires et que vous pouvez vous procurer bien sûr à tarif réduit via btlv.fr. On parlera de ce magazine qui est juste magnifique. Voilà, on est très fiers d'y collaborer. Donc soyez avec nous et profitez-en pour partager cette émission, car sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. 01 86 22 21 20. On accueille immédiatement Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Christophe. Vous nous appelez d'où? De Courcelles-sur-Mer. D'accord. Courcelles, c'est où exactement ça? En Normandie? Normandie. Non. Voilà, exactement. En fait, Ok. c'est le long du Luc. Voilà, c'est en Normandie. Très bien. Christophe, vous avez fait l'observation d'OVNI, je crois, vous, c'est ça? Oui, exactement. Alors, racontez-moi tout. Me promener. J'étais en train de me promener avenue de la Libération à Courcelles. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le ciel, mais je ne comprenais pas ce que c'était. C'était étonnant. Ça ne ressemblait pas à un hélicoptère, ni à un avion, ni à quelque chose qu'on connaît habituellement. Ouais. Et donc, je me suis approché pour regarder plus attentivement. Et en fait, je me suis mis quasiment à la verticale en dessous pour bien regarder. Et je me suis rendu compte, même si c'est difficile à croire, que c'était une soucoupe volante. Elle était à peu près 150 mètres d'altitude et j'ai confié mon dossier au GEPAN. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a dit le GEPAN? Alors, c'était Monsieur Agut, Jean-Paul Agut, Oui, qui bien s'est sûr. occupé de mon dossier. Oui, je connais bien. Et en fait, ils m'ont dit que toute l'étude qu'ils ont menée par rapport à mon dossier va devoir rester confidentielle, mais par contre que moi, de mon côté, j'ai le droit de parler de mon observation. D'accord. Alors, vous nous avez confié des photos. Effectivement, il y en a une qui arrive à l'antenne. Alors, tous ceux qui nous regardent vont la voir arriver avec un peu de retard, bien sûr, comme à l'accoutumée, avec le lag qu'il y a. Alors, c'est compliqué de voir ce que c'est, parce que là, le ciel est laiteux, blanc, et on voit quelque chose, une lumière un peu plus blanche. C'est ce que vous avez vu. Et est-ce que l'observation, pour vous, était plus nette que ce que l'on voit sur la photo? Alors, en fait, je vais vous expliquer. C'est très difficile à expliquer en 5 minutes. En fait, il faut comprendre que la soucoupe volante était à peu près 150 mètres de moi. Elle était en vol stationnaire, à ce qu'on appelle l'antigravitation, hein, parce que ça, j'en ai été témoin. Mais en 5 minutes, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer, parce qu'il y a les lieux, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Et donc, en fait, alors, si vous voulez, j'aimerais beaucoup que vous parliez de mon observation à Jacques-Vallée, j'en profite. Et donc, en fait, la première soucoupe volante a été vraiment à 150 mètres de moi. C'était de jour, donc je suis sûr de moi et je peux la décrire très précisément, ce que j'ai fait au GEPAN, puisqu'ils m'ont demandé d'être le plus précis possible. Ouais. Et donc, elle est partie doucement. Elle est restée 20 secondes complètement en vol stationnaire devant moi.
et elle s'est éloignée doucement en survolant la plage. Bon, c'est une des plages du débarquement. Bon, c'est un lieu historique. Et donc, quand j'ai vu deux observations comme Malmström, Minot, Rendlesham, moi, j'ai fait un petit peu un lien, même si c'est peut-être une coïncidence. Donc, elle est partie en longeant la plage, en partant en direction d'Armange. Bon, bien sûr, moi, j'ai perdu de vue, évidemment. Hein. Mais après, quand elle est partie, j'ai tellement regretté de ne pas avoir pris de photos parce que Lesséquine explique dans son livre que beaucoup de témoins ne prennent pas de photos et c'est pour ça que les photos d'OVNI sont décevantes. En fait, j'ai réalisé que je n'avais pas pris de photos et franchement, je m'en voulais beaucoup. Et du coup, j'étais regretté de ne pas avoir pris de photos quand elle a disparu à l'horizon. Et c'est à ce moment-là qu'une deuxième soucoupe volante est arrivée au loin. Bon, elle était à 4 km de distance parce qu'elle était en train de rejoindre la première. Donc, en fait, j'ai juste eu le temps de prendre mon téléphone portable de l'époque et sachant que je ne prenais jamais de photos avec. Et du coup, j'ai pris 2 photos, mais c'était très difficile parce qu'elle allait vite. Et elle est partie, arrivée au niveau de la Croix de Lorraine, pour ceux qui connaissent Courseulles-sur-Mer. Il y a une grande Croix de Lorraine en souvenir du débarquement du général de Gaulle, parce qu'à cet endroit précis, il y a eu le roi George VI, le maréchal Montgomery, le premier ministre Winston Churchill, et puis le général de Gaulle qui sont arrivés juste après les premières vagues du débarquement. Et donc, on a une grande croix de Lorraine juste à cet endroit pile. Et donc, la deuxième soucoupe volante arrive à toute vitesse. Elle a fait une sorte d'angle droit et elle est partie dans la même direction que la première soucoupe volante, comme pour la rejoindre, c'est-à-dire en direction d'Armange. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que c'était une soucoupe volante? Parce qu'effectivement, là, ce que l'on voit sur la photo, c'est un point blanc. Est-ce que vous, lorsque vous étiez sur place, la visibilité était meilleure? Est-ce que vous avez repéré que c'était un objet? Voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que la première soucoupe volante, je l'ai vue, elle était à 150 mètres de moi. Donc là, je suis très, très précis sur la description quand on lit mon dossier. Parce que mon dossier, je l'ai remis entre autres à Jeannie Chariot, à quelques personnes, et au Japon, évidemment. Donc en fait, la soucoupe volante, je peux vous la décrire vraiment très précisément. La deuxième, en fait, ce qui me fait dire que c'était une soucoupe volante, c'est qu'en fait, comme la première venait de disparaître il y a seulement quelques secondes, parce que ça s'est joué en quelques secondes, je l'avais vue de très près s'éloigner après doucement en survolant la plage. Donc je sais très bien comment elle volait, à quoi elle ressemblait, même quand elle a disparu à l'horizon, parce que j'ai regardé très attentivement tellement j'étais étonné. Donc en fait, quand j'ai vu la deuxième arriver, c'était la même façon de voler. C'était le même aspect, c'est-à-dire même façon de voler, et même au loin, c'était le même aspect que la première soucoupe volante quand elle était au loin. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est de vous passer aussi les graphiques que j'ai fait de la première soucoupe volante qu'on voit vraiment. Alors, on les a pas, on a juste les 2 photos que vous m'avez soumis. Donc, c'est les seules choses que... Moi, ce que je voulais, c'était vous entendre, vous, parce que si vous voulez des graphiques, ça veut dire beaucoup, mais l'important, c'est vous. Comment vous avez vu apparaître ces objets? Comment se sont-ils déplacés? Est-ce que vous avez eu la sensation que vous avez été appelé pour les regarder? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ça c'est une très bonne question. Hein. C'est le point le plus délicat. Hein. Ceux qui connaissent le colonel Hervé Giraud. Alors je ne sais pas si c'est René Giraud ou Hervé Giraud, parce que dans le rapport communautaire, on trouve les 2 prénoms, il me semble. En fait, il dit qu'il s'est senti observé, et ça, j'ai ressenti la même chose. Hein. Ça, c'est une très bonne question. C'est la seule partie compliquée de mon observation, parce qu'effectivement, je me suis senti observé, mais presque physiquement. Mais alors, je vous coupe, mais c'est quelque chose qui revient souvent, ça, Jocelyn, quand même. L'appel, comme si l'OVNI était là pour une personne. Le sentiment que le témoin est un peu le seul privilégié à observer la chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces objets, ils ressemblent à quoi? C'est ça, parce que vous dites que c'est une soucoupe volante. Vous pouvez nous les décrire, mais vous nous le dites pas. Donc. Voilà, alors je vais vous expliquer. En fait, c'est pour ça que j'avais confié à Valentin mes graphiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle était couleur aluminium, elle était circulaire, elle avait une esthétique très sobre et elle avait un dôme au-dessus. Un dôme, exactement comme on a l'habitude de représenter les soucoupes volantes, exactement pareil. C'était très sobre, très lisse et argenté. Une soucoupe surmontée d'un dôme, ok. Et alors, voilà, oui, tout à fait. Et à l'époque, j'avais jamais entendu parler des disques volants, tout ça, je m'y intéressais pas. Christophe, vous m'avez dit la première était à peu près à 150 mètres de vous, c'est ça? Et l'autre à 4 km. Donc, est-ce que les deux se ressemblaient? Visiblement, à 4 km, c'est plus dur d'identifier la forme d'un objet. Mais est-ce que la première était grande? Parce que 150 mètres,
c'est pas haut dans le ciel. C'est-à-dire que quand vous voyez, quand vous passez par exemple à côté d'Orly, quand vous prenez l'autoroute du Sud, vous avez un avion à 150 mètres, vous avez l'impression qu'ils vont vous tomber dessus. Vous voyez, c'est énorme. Alors, est-ce que l'engin était gros? En fait, dans mon dossier que j'ai confié au GEPAN, j'ai été assez précis. Elle faisait à peu près 8 mètres de diamètre. Elle n'était pas très grande. D'accord. Mais par contre, quand je dis 150 mètres, c'est évidemment une approximation, parce qu'une altitude, c'est très difficile à évaluer. D'accord. Ok. Alors, quel sentiment vous avez vu quand vous avez vu ces engins? Quelle a été votre première réaction? D'abord l'étonnement, évidemment, parce que, comme je le disais, je ne m'intéressais pas du tout aux ovnis à l'époque. Je ne me posais même pas la question de savoir si c'était vrai, ces histoires d'ovnis. Ouais. Donc, ma première réaction, ça a été l'étonnement, évidemment. Et après, quand je me suis rendu compte que c'était une soucoupe volante et que j'étais pile, en fait, à la verticale en dessous, de l'étonnement, en fait, je me suis dit dans ma tête, c'est bizarre, on dirait une soucoupe volante. C'est ça que je me suis dit. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et après, quand elle est partie, qu'elle s'éloignait, je l'ai même suivi un petit peu à pied, comme on suit un hélicoptère qui s'éloigne, sur quelques mètres. Donc, en fait, si vous voulez, c'était vraiment l'étonnement. Et dites-moi, 150 mètres, c'est pas très haut. Est-ce qu'il y avait du bruit? Est-ce que vous avez senti du déplacement? Est-ce qu'il y avait quelque chose de notable? Alors, en fait, il n'y avait aucun bruit. C'est pour ça que je parle d'antigravitation quand j'ai appris plus tard que ça s'appelle l'antigravité. Il n'y avait absolument aucun mouvement d'air, ni aucun bruit. Et ça, c'est ce qui m'a le plus étonné. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'elle était en apesanteur. Et ça, vraiment, très sincèrement, c'est ce qui m'a vraiment le plus étonné dans sa façon de voler. Vous avez ressenti de la peur quand vous avez vu? Quel a été votre sentiment? C'était de l'étonnement, mais aussi de la curiosité. Vous vous êtes dit, je vois quelque chose, ça y est, que certains évoquent et c'est devant moi pour la première fois? Alors en fait, oui, c'était ça. J'étais très étonné, mais par contre, je n'ai pas eu peur. J'ai pas senti d'hostilité, comme l'explique le colonel Jack Reen, parce que je me suis intéressé. Le colonel Jack Reen explique bien que lui, quand il poursuivait l'OVNI, il n'y avait pas de comportement hostile. Et moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Alors ça, c'est vrai que ça revient souvent. Alors on a fait quelques émissions ici, notamment avec Egon Kragel, sur les ovnis un peu agressifs, où des gens ont été blessés, etc. On se souvient de Socorro, donc on se souvient de... en Amérique du Sud, où ils ont été tirés comme des lapins. C'était quoi ce cas absolument incroyable? Ça, c'est Egon qui le connaît. Moi. Oui, avec... j'en ai tellement évoqué des sujets que je ne sais plus. On demandera pas et en fait, effectivement, rares sont les contacts un peu violents avec les objets, mais certains témoins disent effectivement et ont ramené des traces de ces confrontations. En tout cas, je voudrais vous remercier, Christophe, d'être venu ce soir nous parler de ce témoignage qui nous ramenait en 2012, c'était il y a donc 11 ans. Vous, visiblement, vous en souvenez très très bien, vous l'avez évoqué. Alors, juste pour info, le GEPAN, on a bien sûr vu ce qu'ils vous ont dit. Le MUFON avec Janice Charouillot, vous avez dit que vous avez envoyé au MUFON. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont enquêté? Ils ont fait quelque chose? Alors, le GEPAN m'a expliqué que leur étude va devoir rester confidentielle, qu'ils ne veulent pas m'en parler parce qu'ils m'ont dit sinon vous n'aurez plus le droit de parler ou alors il vous faudra notre autorisation. Et quant à Janice Charouillot, elle a envoyé la photo aux États-Unis, mais je n'ai pas de nouvelles. D'accord. Et par contre, Monsieur Belenka, j'aimerais beaucoup que vous parliez de mon observation à Jacques Vallée, ce serait super. Bah écoutez, dès que je le rencontre, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de lui relater votre expérience. En tout cas, mille merci d'avoir été avec nous, Christophe, et à très bientôt. Au revoir. Merci. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV. Eh bien oui, c'est une bonne adresse ici. On est là tous les mercredis pour vous permettre en fait, de répondre à ces 3 questions qui me perturbe depuis des années, 10 ans maintenant, dès que j'ai ouvert la boîte de Pandore, c'est d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, hein. Alors effectivement, dans cette libre antenne, on a l'occasion de recevoir de bon nombre de témoignages. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour censurer, on est juste là pour vous écouter avec bienveillance et discernement. Et on a besoin de vous écouter, 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. On va saluer Suzy One Kenobi qui dit merci encore pour votre chaîne extraordinaire, bis de Nouvelle-Calédonie. Jocelyn, voilà, alors que nous sommes là. Bon, il commence à faire chaud quand même à Paris. Et d'ailleurs, il fait meilleur dans le nord que dans le sud en ce moment.
Mais j'imagine qu'en Nouvelle-Calédonie, ça ne va pas être mal non plus. On salue tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a Joël, il y a Capri, il y a Polo 648, il y a Isabelle, il y a Fab Braise, comme d'habitude, qui est là. Il y a d'autres, il y a Efface Crayon, il y a Sophie, il y a Clem.t, il y a Mina, Stéphane, Véronique Latreille qui est toujours là bien sûr, Séverine, il y a Collade également, Michel Dorian, Thomas Mathieu, Bibi Cuc. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous et de partager cette émission. Et puis, je le rappelle, BTLV, c'est avant tout une chaîne par abonnement. Je fais mon vendeur de tapis le mercredi, mais j'ai pas le choix, mesdames, messieurs, parce que nous avons décidé d'offrir une chaîne sans publicité. Nous ne voulons pas être sous la joute de publicitaires, sous la dictature d'une régie qui nous dirait « vous n'avez pas le droit de parler de ça ou de parler de ça parce que nos annonceurs vont vous tomber dessus ». Eh bien, nous, on a décidé de vous offrir une chaîne par abonnement, ce qui vous évite d'avoir la publicité. Et il y a bon nombre de programmes et d'intervenants, comme Jean-Patrick Portal. C'est un historien du mystère et de l'inexpliqué, historien avec un grand H, parce qu'en fait, il vient nous conter tous les mois des histoires absolument incroyables. Il revient cette fois sur l'homme au masque de fer. C'est une histoire incroyable. Ça nous ramène à Louis XIV. On se souvient du film avec Leonardo DiCaprio, John Malkovich. Enfin, il y avait même Gérard Depardieu dans ce film. Alors, ils avaient pris une option, c'était le frère jumeau. Certes, mais attention, le mot jumeau ne veut peut-être pas dire celui ou représenter ce à quoi vous pensez, une filiation sanguine. C'est peut-être autre chose. Extrait. On sait seulement que le masque de fer, ça devait être probablement un personnage illustre de son époque, ou en tout cas qui aurait pu être facilement reconnu par un certain nombre de personnes de la cour, parce qu'il faut être objectif. On tourne autour du roi dans cette affaire. Ouais, complètement. Et puis évidemment, il y a la fameuse hypothèse du fait que finalement, cet homme au masque de fer aurait pu être peut-être un frère de Louis XIV, et voire même un frère jumeau. Ça a été une des hypothèses. D'où le fait que pour éviter que tout le monde reconnaisse Louis XIV à travers ce personnage, on lui aurait mis un masque de fer. C'était vraiment quelque chose de top secret. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir que le masque de fer, c'était quelqu'un qui ne devait pas exister, dont le nom ne devait jamais être prononcé, et dont personne ne devait voir le visage, bien évidemment, et surtout, personne ne devait lui parler. Et s'il se mettait à parler à quelqu'un, l'ordre avait été donné de le tuer si jamais il révélait son nom. Énorme, bien sûr, cette histoire, le mystère de l'homme au masque de fer avec Jean-Patrick Portal. Alors, quand je vous disais qu'il y avait un frère jumeau, allez regarder du côté des Mérovingiens, parce qu'il y avait deux branches quand même, donc les Bourbons et les Mérovingiens à cette époque-là, et il se peut peut-être que l'homme au masque de fer ait été l'un de ceux qui auraient pu menacer le trône. Accéder au trône et le menacer, ça c'est sûr. Merci en tout cas d'être avec nous. Au 01 86 22 21 20, on a Patrick qui est là. Bonsoir Patrick. Bonsoir Bob et bonsoir à tout le monde. Oh bonsoir, ça je m'avais, alors il y a du sud. Hein. Là je vais vous dire une chose, il y a de l'accent, il y a du sud. Ce bord de la piscine avec l'apéro. Eh bien avec l'apéro, c'est magnifique. Patrick, vous nous appelez d'où exactement ? Narbonne. Ah putain, ça c'est le sud-ouest, c'est ma région, c'est magnifique. Oui, c'est là où il fait meilleur. Et voilà. Bon Patrick, on est ravis de vous accueillir. Ouais. Vous avez vécu, vous, des phénomènes assez étranges dans votre chambre, hein, c'est ça ? Oui, c'est vrai, ouais. Tout à fait. En fait, je voulais jamais le dire, mais bon, voilà, j'ai mis ça sur YouTube, puis on m'a appelé, on m'a dit qu'il faudrait raconter. Sinon, j'aurais jamais raconté. Ben, il faut raconter. Ouais, c'est vrai. Alors, ça va faire à peu près dans les années 95 et 2000. Ouais. On avait un appartement, on l'épousait moi, bon, voilà. Comme d'habitude, manger, boulot, dodo. Et un soir, on va se coucher. Et d'un coup, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, à 3 heures du matin, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux. Ça devait être 2-3 heures du matin. Je me retourne vers ma femme qui dormait et je lui dis, je la réveille. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, le téléphone va sonner et il n'y aura personne. Alors elle me dit, oh non, allez, couche-toi, tu as peut-être le rêver. Je lui dis, écoute, hein, tu vas entendre le téléphone, il va sonner. Alors on attend, et d'un coup, paf, le téléphone qui sonne. Je lui dis, tu vois, je te l'avais dit. Elle me dit, vas-y, écoute, vas-y. Je lui dis, non, j'ai pas envie d'y aller parce qu'il n'y aura personne au bout du fil. Elle me dit, mais tu vas pas le laisser tourner toute la nuit, comme ça, vas-y. Alors, je me lève, et je râlais, parce qu'en fait, il y avait un couloir de la chambre, un couloir jusqu'à la salle à manger. Je râlais, j'y vais, je veux bien te faire plaisir, j'y vais, mais il n'y aura personne au bout du fil.
J'arrive à la salle à manger, je prends le combiné, et je ne sais pas si vous vous rappelez, Bob, à l'époque, les téléphones, quand ils étaient à touche, ah oui, je m'en souviens bien. Ouais. Il y avait un bip. Il y avait un bip. Quand vous décrochez, ça faisait, s'il n'y avait personne, ça faisait et après ça faisait tut, tut, tut. Et là, quand j'ai décroché, que de la friture, que des grésillements. Et je dis à mon épouse, tu vois, je te l'avais dit, il n'y avait personne. J'ai raccroché, je suis allé au lit, et on n'en a plus parlé. Alors, juste une question très importante, Patrick. Vous réveillez votre femme et vous lui dites, voilà, attention, le téléphone va sonner. Qu'est-ce qui vous a alerté sur cette possibilité? Est-ce que vous avez entendu une voix? Est-ce que vous l'avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, parce que d'ailleurs, il y a mon épouse qui est à côté de moi. Donc, elle m'a dit, je vais écouter. On dormait, rien du tout. En fait, si vous voulez, je dormais, et d'un coup, clac. Je me réveille, j'ouvre les yeux, je regarde le plafond, je regarde à gauche, à droite, je suis dans le noir, et je me retourne en femme, je lui dis, écoute, je la réveille, je lui dis, écoute, tu vas voir le téléphone, il va sonner dans un moment. C'est là qu'elle me dit non. Alors c'est pour ça que même moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 55 ans, donc ça fait plus de... on ne sait pas. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ça pour moi parce que je l'ai raconté plusieurs fois. Mais c'était consécutif à un événement particulier qui vous était arrivé? Vous aviez perdu un proche, quelque chose? Rien du tout. C'est justement, on a fait le tour depuis des années avec mon épouse, on n'en a pas parlé à personne. Et on se demande pourquoi. Alors, comment on n'avait pas pensé s'il y avait eu un mort ou quelque chose? Rien du tout. D'un coup, bon, par contre, ce que j'avais oublié de dire à Valentin, c'est bien Valentin. Alors, oui, Valentin qui prépare l'émission en amont, c'est ça. J'avais oublié de lui dire que quand même j'étais intéressé, moi, tout ce qui est ésotérisme, tout ça, tout ce qui est paranormal. Et j'avais fait une semaine ou 15 jours avant tout seul, avec un verre et des numéros. Et j'avais fait un peu là, donne-moi les numéros du loto. Je vous assure. Non, mais je vous le dis honnêtement, je vous le jure. Alors ça fait rigoler, vous voyez. C'est pour ça que non, mais c'est pour ça que je ne voulais pas le raconter, mais j'avais oublié de lui dire que j'avais fait ce truc-là. Alors est-ce que après j'ai réveillé quelque chose ou quoi? Mais j'ai pas eu de ressenti de dire il faut que je me réveille, il faut que j'en parle. Je sais pas, on ne sait pas. Ça m'a. Et puis après on a eu 2 phénomènes de plus. qui nous est arrivé dans le même appartement et dans la chambre. Alors là, ici, et puis voilà. Alors justement, qu'est-ce qui est arrivé quelques temps après? Alors, visiblement, vous avez vécu un épisode un peu particulier aussi. Tout à fait. Alors après, on a eu la lumière en pleine nuit qui s'est allumée, toute seule. Ouais. Voilà, on s'est réveillé, tac, elle s'est allumée. Bon, on s'est dit peut-être qu'éventuellement, l'électricité, je ne sais pas, c'était des boutons à clapper, là, on pousse. Voilà, bon, on a eu ça, mais ça nous a pas trop. Mais par contre, au téléphone, et là, le troisième, en fait, c'était, on dormait. On dormait, et moi, j'étais allé, bon, je commençais très de bonne heure le matin. Et on avait une petite chambre, et si vous voulez, quand je me couchais, moi, j'étais à l'entrée. C'est-à-dire, à l'entrée, quand je rentrais à la chambre, je dormais de suite à l'entrée, là, sur la gauche. Et mon épouse, il fallait qu'elle fasse le tour du lit, au pied du lit, il y avait une armoire. Alors, je ne sais pas si vous voyez, Bob. C'est une armoire que si jamais vous ouvriez un battant, vous ne pouviez pas aller vous coucher. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouviez pas quoi? Vous ne pouviez pas aller vous coucher. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Ça bouchait l'accès au lit, en fait, c'est ça. Ça bloquait l'accès au lit. Voilà, alors il y a le lit, il y a le pied du lit, et il y a une armoire. Voilà. Et si j'ouvrais l'armoire, je pouvais, si vous voulez, quand j'ouvrais l'armoire, il fallait que je me mette sur le lit pour ouvrir les 2 battants au pied. J'ai compris. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je m'étais couché en premier, parce que je commençais très bonne heure, et mon épouse, elle m'a suivi, bon, peut-être à 1h ou 2h du matin, je ne me rappelle pas. Et en pleine nuit, là, c'est la 3e fois, ça, en pleine nuit, je me suis réveillé, et je la réveille, tu as vu la porte de l'armoire? Elle est ouverte. Elle me dit, mais la porte de l'armoire, je n'ai pas pu la laisser ouverte, puisque si je passe au pied du lit, je suis obligé de l'ouvrir, de la refermer pour passer, pour aller me coucher de l'autre côté. Et c'est une armoire, vous savez, avec une espèce de ressort, là, partout, mais ça reste ouvert. On peut pas, il faut appuyer fort pour pouvoir la laisser. C'est-à-dire que le ressort permet de garder le battant fermé, quoi. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment ouvrir. Voilà, voilà. Alors, c'est pour ça. Tout ça, ça nous est arrivé dans le même appartement. D'accord. Dans la même chambre. Et est-ce que vous êtes renseigné sur ce qui s'était passé peut-être dans l'appartement? Voilà, je me suis renseigné, il y a eu un décès. Mais bon, mon épouse, il y a eu des gens, des personnes âgées, mais bon, qui étaient tranquilles, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de...
Je sais pas. Bon, après, Patrick, que ce soit une personne âgée ou pas, personne n'est préparé à la mort. Et peut-être que cette personne, même si elle était âgée, n'était pas prête à mourir. Et que quand c'est arrivé, elle s'est peut-être dit Enfin, en tout cas, je vous dis ça, c'est les spécialistes que je reçois qui me disent ça. Elle n'était peut-être pas prête à passer de l'autre côté. Et donc, fatalement, imaginez-vous demain, vous êtes chez vous tranquillement dans votre fauteuil et vous vous retrouvez à Bali. Vous dites qu'est-ce que je fais là? Ben, ça doit être un peu ça, en fait, la mort. On n'est pas forcément au courant de l'endroit où on va se retrouver et on est peut-être étonné. Et c'est peut-être ça qui s'est passé finalement. Oui, mais bon, c'est vrai que je veux bien, si jamais cette explication, mais bon, c'est vrai que c'est pour moi le fait de me réveiller, de dire à mon épouse le téléphone va sonner. Là, je sais pas si c'était. C'est ça le plus étonnant. Voilà, je n'ai jamais parlé. Je sais pas si je voulais aller voir quelqu'un ou je sais pas pour voir s'il y avait moyen de. Après, vous avez quitté l'appartement déjà ou pas? Oui, tout à fait. Je vous parle de ça dans les années 90. Bon alors, il y a plus de 20 ans. Voilà, donc depuis que vous avez quitté cet appartement, il ne s'est plus rien passé? Non, je dirais que non. Honnêtement, non, rien du tout. C'est tout à votre honneur de le dire, parce qu'après, il peut y avoir de l'expérience, on peut passer au fantasme. Mais effectivement, donc c'était certainement la mémoire des murs, les lieux. Vous savez, on le sait tous quand même. Patrick, quand on arrive dans un endroit, il y a des endroits qui vous accueillent, d'autres qui vous accueillent moins. Peut-être que vous étiez effectivement pas très bien accueilli dans cet endroit et vous n'étiez pas accepté par la maîtresse des lieux. C'était pas hostile non plus. Non, mais bon, c'était peut-être aussi l'occasion de dire. Ouais, mais alors ça aurait pu réveiller quelque chose en moi qui arrive à être un peu, comment on appelle ça, qu'on arrive à prévenir des choses. La prémonition, une prémonition. Ouais, ce téléphone, je pense pas que ce soit l'entité qui est décédée qui était là pour m'embêter, puisque c'est moi qui me réveille. Ou alors c'est elle qui me réveille, qui me dit, je veux le dire à mon épouse. C'est un peu, je trouve. Après que le battant s'ouvre, que la lumière s'allume, je veux bien, mais que moi j'arrive à dire à mon épouse, dis, tu vas voir, le téléphone il va sonner. Elle me dit, mais endors-toi. Je lui dis, écoute-moi, il va sonner. Et c'est la première fois que vous aviez une prémonition? Vous n'aviez jamais eu de l'hypersensibilité avant? Jamais. Par contre, j'ai vu des choses. Alors là, je vous téléphonerai de nouveau. C'est au niveau des ovnis. J'ai vu des choses que, même avec des amis, des petits collègues, je leur disais, regarde là, et il me dit, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, je dis, vous voyez pas ce qu'il y a là? Et elle me dit, non. Bon, j'avais 13 ans. Alors ça c'est des choses qui arrivent aussi. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. C'est-à-dire qu'on a la sensation que le témoin, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est privilégié, c'est-à-dire que le phénomène... Vous savez, c'est Eric Ferson, quand il est venu ici, qui me disait, qui est un spécialiste, qui me disait, attention, souvent le fantôme ne se montre à celui qui doit le voir. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir 3 personnes autour de vous, il n'y en a qu'une qui va voir ce phénomène. Donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas, Patrick, merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous raconter ces jolis témoignages et cette expérience absolument incroyable. Faites comme lui, 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. On va accueillir dans quelques instants Natacha Lecourtois. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. On a besoin de vos témoignages. Vous pouvez nous appeler. Si on ne décroche pas, vous nous laissez un message, sans oublier de laisser vos coordonnées téléphoniques. Idem pour le mail, vous nous écrivez à rédaction@btlv.fr et on s'occupe de vous. Jocelyn, tu voulais rajouter quelque chose? Un tout petit commentaire. Moi, je trouve dans le témoignage qui vient de nous être donné, les phénomènes en eux-mêmes sont explicables. En tout cas, on peut trouver une explication rationnelle, que ce soit la lumière qui s'allume, ou même les fritures sur le téléphone. Les anciens téléphones, il y avait parfois ce qu'on appelle des appels fantômes. Vous décrochez, il n'y a personne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la prémonition. C'est le fait que je me réveille brutalement en disant ça va sonner, et ça va arriver, et ça arrive. Ça, c'est étonnant. C'est tout le mystère et l'inexpliqué que nous abordons sur BTLV et également dans le magazine Infinité. Un magazine absolument génial, je vais vous le dire, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on y collabore, c'est parce qu'on y collabore, que ce soit Jocelyn ou la rédaction de BTLV, c'est parce qu'en fait, franchement, c'est un magazine qui est joli et qui apprend à tous ses lecteurs beaucoup de choses. Et on va accueillir justement l'une des chefs de rubrique. Il s'agit de Natacha Lecourtois qui est avec nous. Bonsoir Natacha. Bonsoir, bonsoir Jocelyn. Je suis ravi de vous accueillir
Natacha. Alors, on va parler de ce magazine, hein, je le disais, qui est vraiment un joli magazine. Alors, déjà, c'est le numéro 1. On sait qu'il marche très, très bien. J'ai commencé à avoir quelques chiffres qui ne sont pas inintéressants. Ça, c'est plutôt cool. Je voudrais juste... quelle a été l'idée de départ, finalement? Parce qu'on se dit un magazine, il y en a plein. Qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie, Natacha, d'aller sur le sujet? Ce qui nous a donné envie, c'est vraiment, là tu touches au cœur du sujet, c'est une aventure. Et comme toute aventure, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu avec des émotions, avec des moments où ça coinçait, des moments où c'était moins facile. Et ce qui nous a donné envie de faire tout ça, ce sont toutes les discussions qu'on a eues autour d'un autre magazine qui s'appelle OVNI Sciences et Histoire, tu connais bien. Oui, bien sûr. Voilà, et là-dedans, si tu veux, j'avais une rubrique. J'avais une rubrique qui était Mondes Invisibles. Et j'explorais un tas de choses, on en parlait beaucoup. Alors, c'est un peu une histoire de famille, c'est une histoire d'équipe aussi, bien sûr. Et on parlait avec mon frère Erwan Lecourtois, qui est le rédacteur en chef de la revue Infinité, et qui à l'époque était rédacteur en chef aussi d'OVNI, qui est toujours, mais là il a un petit peu laissé l'affaire à Chris. Et donc on parlait de toutes ces choses un petit peu étonnantes qu'on peut explorer, et on se disait un petit peu la même chose que toi, figure-toi, on se disait... Tant qu'il est impossible de dire qu'une chose est impossible ou démontrer qu'elle n'est pas possible, on doit pouvoir l'explorer, on doit pouvoir l'étudier et on doit pouvoir envisager la probabilité. Alors c'est ce qu'on a fait. On s'est lancé là-dedans, et évidemment c'est une aventure, donc il a fallu négocier, il a fallu voir qui était prêt à se lancer là-dedans. Parce que, comme tu le sais, tu connais bien le sujet, ce sont des sujets étonnants, ce sont des sujets intéressants, mais ce sont des sujets qui peuvent être porteurs et aussi qui peuvent coincer. Bien Il sûr. faut savoir qu'on est une équipe de passionnés au départ. Alors, équipe de passionnés, des sujets qui sont absolument en lien avec, bien sûr, BTLV, puisqu'on a une partie du magazine qui est constituée à partir d'émissions que vous avez fait. Il y a Jocelyn F. Keller également qui collabore avec les Fantômes de Washington. Oui. Voilà, que tu avais déjà évoqué sur BTLV, mais tu es allé encore plus loin on peut dire que c'est la version écrite, la version magazine du dossier que j'ai fait sur BTLV. Voilà. Avec des illustrations, et puis j'ai rajouté des choses que je ne pouvais pas dire à l'antenne. Donc, Natacha, une question. L'article. Voilà. Alors, les Fantômes de Washington, bien sûr. Voilà. Comment sont choisis les sujets dans la rédaction? Alors, on en discute, on fait des propositions. On voit si c'est cohérent avec ce qu'on veut lancer comme thème. Comme tu l'as dit, moi, je suis chef de rubrique, donc je dirige, par exemple, la rubrique « Ouvrir son esprit ». Ça, je suis sûre que tu adores le thème. Oui, Ouvrir son esprit. Et donc, on voit comment ça peut nous parler à nous d'abord, et ensuite à nos futurs lecteurs. C'est un petit peu l'idée qu'on a, et on en discute beaucoup. Et c'est vrai que le fait d'être passionné chacun dans notre domaine fait qu'on a des milliards d'idées et qu'il faut canaliser. Et c'est un peu toute la difficulté qu'on a quand on lance un magazine comme ça, parce qu'il y a tellement de thèmes qu'on a envie de tout mettre à l'intérieur. Et rassurez-vous, il y a déjà le deuxième qui est en préparation, parce que je sais que ton frère m'a demandé d'écrire ma chronique. Donc voilà, donc je le sais. Tu es chef de rubrique et tu as fait un joli papier sur les expériences de mort imminente. C'est un thème qui revient très souvent sur BTLV, parce qu'en fait, il parle de nous, je parlais tout à l'heure de d'où sommes-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Finalement, ça parle de ça. Qu'est-ce qui t'a touché, toi, et qu'est-ce qui te touche dans ces expériences de mort imminente? Parce qu'on voit qu'aux quatre coins de la planète, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ces expériences. Elles rapportent souvent quelque chose de commun. Après, en fonction des cultures, en fonction du vécu, les gens, s'ils sont très pieux, ils peuvent voir Jésus. S'ils ne le sentent pas, ils peuvent voir le diable. S'ils le sentent moins, ils peuvent voir une grand-mère, etc. Mais on voit qu'il y a quand même souvent ce tunnel, cette décorporation, cette chose qui revient et qui est assez semblable à tous. Qu'est-ce qui te touche dans ces expériences, Natacha ? Je vais peut-être te surprendre, mais ce qui me touche, c'est la possibilité d'une résilience et la nouvelle science de la conscience à partir de ça. Et c'est c'est même complètement d'ailleurs le thème de ce dossier central qu'on a, je te le montre, expérience de mort imminente, voyage aux confins de la conscience. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, t'inquiète pas, on voit bien.
Et l'idée générale, c'est de se dire, OK, c'est une expérience spirituelle, une expérience hors du commun. Après, il faut intégrer ça dans sa vie. Donc ça, c'est déjà un aspect, parce que j'ai aussi un master de psycho, et donc j'aime beaucoup voir ces aspects-là de psycho aussi. Et comment ça révolutionne la science et la conscience, tu vois? Parce qu'on parle là, finalement, du sens de la vie, du sens de ce qu'on fait ici sur cette terre, mais aussi de toute cette science post-matérialiste. Bien sûr. Parce qu'au départ, on se dit, la science, la conscience, elle serait issue du cerveau. C'est un peu le paradigme de départ et de base. Sauf que quand tu as des expériences où tu as des gens qui font des décorporations, quand tu as des gens qui vont voir des choses absolument incroyables, qui s'en souviennent alors que leur cerveau est assez mis à mal ou qui ne sont pas du tout conscients, là tu te poses des questions. Tu te dis, mais alors de quoi il s'agit? La conscience, elle n'est pas créée par le cerveau. Et c'est ça que j'ai exploré aussi là-dedans. Donc il y a la part résilience et il y a la part conscience. C'est bien tout le problème que l'on a avec ces expériences de mort imminente, ces voyages astraux, c'est qu'est-ce qui sort du corps, qu'est-ce qui va se balader et qui revient parfois. Donc c'est absolument incroyable. En tout cas, le magazine est très riche, on parle de beaucoup de choses. Je vous invite bien sûr à le parcourir. Et on rappelle bien sûr aussi que si vous voulez vous le procurer avec BTLV, il y a un abo à tarif réduit, je ne peux pas faire mieux. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma voiture, enfin ça a été un truc de malade mental. Hein, donc voilà. Et grâce à en tout cas à BTLV, vous pouvez vous abonner à ce magazine à moindre coût. Merci en tout cas, Natacha, d'avoir été. Je sais qu'on risque de se retrouver sur ce plateau, hein, puisque tu risques peut-être de devenir chroniqueuse BTLV. Okay. Donc voilà, on aura l'occasion de se retrouver. Mille merci d'avoir été avec nous ce soir. On t'embrasse bien fort. Prépare bien le deuxième. Voilà, et on sera bien sûr toujours ici pour la suite. OK ? Ok, et je vous donne un petit aperçu du deuxième. Alors rapidement, donc le dossier central sera sur la médiumnité avec des super rencontres. Bon, ben voilà. Et merci, à bientôt alors. Rendez-vous est pris bien sûr. Salut. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Je voudrais saluer tous ceux qui viennent d'arriver sur les réseaux. Et il y a les recettes de Victor qui me dit Bob, je le kiffe. Donc bah, moi aussi, je te kiffe. Et il me dit même, je t'invite quand tu veux manger un barbecue. Ah bah, si je peux ça nous aussi. parle. Hein. Bah, donc là, attention, il ne faut pas nous promettre des trucs comme ça, parce qu'on est capable de venir. Ah oui, on vient. Donc on vient, on amène du jaja et on passe un bon moment. En tout cas, le magazine Inexpliqué, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Le nouveau magazine Infinité explore les univers invisibles. Dans ce numéro 1, découvrez les expériences de mort imminente, voyage aux confins de la conscience. Psychologie, développement personnel, âge clandestin, résilience, énergie subtile, plongez dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure. Le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90 € au lieu de 51,60 €. Infinité, le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. Et oui, et c'est grâce à BTLV que vous pouvez vous le procurer à tarif réduit. Alors, il y a McFly 1970 qui dit « Je me suis procuré ce magazine chez mon libraire. Super, du coup, abonnement. Je le conseille fortement. » Alors, j'espère que vous êtes passé par btlv.fr pour l'avoir moins cher. Dans tous les cas, si vous le conseillez, vous qui nous écoutez, bah, faites comme McFly. Procurez-vous ce magnifique magazine. Franchement, hein, je le conseille parce que j'en ai lu beaucoup en 10 ans de BTLV, mais celui-là, il est vraiment de très, très belle qualité. 01 86 22 21 20. Alain est là, c'est ça? Alain est avec nous. Bonsoir Alain. Bonsoir les amis. Ravi de vous accueillir Alain. Où est-ce que vous êtes basé, vous, en France? Ou à l'étranger d'ailleurs? Ah, je ne suis pas en France, je suis en Andalousie. Oh bah ça va, hein, ça suffit maintenant. Hein, donc voilà. Vous êtes où en Andalousie? Parce que alors moi c'est l'un de mes plus beaux voyages. Vous savez, j'ai fait le tour de l'Andalousie avec femme et enfants et j'ai fait toutes les villes bien sûr que l'on peut imaginer. Cordoue, Grenade, Séville. Je suis allé jusqu'à Malaga. Oui. Voilà, c'est juste magnifique. J'ai adoré. C'est un de mes plus beaux vraiment road trip. Et vous avez vous là-bas il y a une 50aine d'années.
était le témoin de quelque chose d'assez singulier, c'est ça? Oui, plusieurs. Il y a 50 ans, je vais juste vous parler de deux choses qui me sont arrivées parce qu'on m'a dit de me limiter à ça. Parce que comme j'ai un certain âge, j'ai beaucoup vécu, beaucoup voyagé. Oui. Donc je pense que comme toutes les personnes qui ont déjà un certain âge, il leur est arrivé un tas de choses dont tu n'oses peut-être pas parler ou même pas y réfléchir. Mmh. Voilà. Alors la première chose, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que je sais comment ça se passe, je regarde souvent vos émissions. Alors donc, c'était en Andalousie, il y a 50 ans. J'étais dans un véhicule avec 3 autres personnes et on était sur une des routes près de Grenade, je ne sais plus entre Grenade et quoi, et tout à coup sur le côté, on a vu un objet blanc, mais très très puissant, qui avait une forme lenticulaire parfaite. Je me souviens encore toujours de m'être fait la réflexion en me disant c'est vraiment très très beau. Mmh. C'est-à-dire que c'était parfait, quoi. Alors c'était comme un morceau de coton éclairé de l'intérieur qui diffusait une lumière blanche très très forte, mais avec très défini. C'était pas comme un morceau de coton indéfini, c'était vraiment défini, mais c'était comme une lumière dans un morceau de coton. Alors donc, on a arrêté le véhicule pour regarder, et puis donc il était sur le côté un peu en contrebas à droite, et en Andalousie à cette époque-là, le ciel en été, comme il n'y avait pas de pollution, ça vous vous en souvenez peut-être. Oui. Quand il y avait pleine lune, on pouvait pratiquement lire dehors. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc, tout à coup, je me souviens de rien de particulier. Tout à coup, cet objet lumineux, très fort, très très lumineux, on le voit à gauche, en hauteur, sur une petite colline comme ça. Vous savez, en Andalousie, là où il y a les oliviers, et un peu vallonné comme ça, et il était là. Et il y avait en plus 2 petites lucioles blanches qui se baladaient à l'extérieur, autour. Donc, moi, j'étais très, très surpris. Et à ce moment-là, il y avait un des 3 autres personnes qui étaient avec moi, qui s'appelait Andrés, qui était un peu brut de béton. Vous voyez, c'était pas le genre intellectuel. Et je lui dis, si quelqu'un vient avec moi, j'y vais, je vais aller le voir. Je peux voir ce que c'est. Et lui, il vient, il va, moi, il dit, je viens avec toi. Donc, on est sortis, on a commencé à marcher vers l'objet. Et je le répète, avec une lumière vraiment forte pour pouvoir marcher sans trébucher. C'était éclairé comme un match de foot, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, on s'approche, on continue de monter la petite colline, enfin le petit monticule, on va dire, et arrive peut-être à une distance que je ne peux pas évaluer, je ne sais plus évaluer, pas loin. Tout à coup, on entend un bruit, comme il y a dans les films de science-fiction. Quand une porte s'ouvre ou se ferme. Et à ce moment-là, Andrés a commencé à courir vers la voiture. Et moi, évidemment, tout seul, j'ai fait pareil. On a sauté dans la voiture, on est parti. Voilà. On n'a rien vu d'autre. Je n'ai pas voulu. On n'a pas même pas pensé à regarder en arrière, on s'est barré. Vous aviez quoi? Vous aviez peur, en fait, c'est ça? Il y a eu un sentiment de panique? C'est le bruit qui vous a fait peur? Oui, c'est le bruit. Le bruit a causé quelque chose qui était de la panique.
Vous vous êtes dit, là, De la panique. là, vous vous êtes dit, c'est pas quelque chose que l'on connaît, c'est pas un bruit habituel, c'est pas quelque chose de chez nous, c'est ce que vous êtes, Ah ce que vous non, êtes dit? non, ouais, j'avais jamais, enfin si, puis comme je vous ai dit, c'était un bruit comme dans les films de science-fiction quand oui. une porte s'ouvre ou se referme. Mais vous le dites, science-fiction, c'est-à-dire que c'est de la fiction. Souvent, c'est des choses, on augmente les bruits, etc. Là, vous aviez la sensation de vivre, parce que la science-fiction, c'est souvent dans le futur. Donc là, vous aviez la sensation de voir quelque chose qui n'était pas de notre époque et peut-être de notre monde? Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, c'était. Non, mais déjà avant, quand on l'a vu en contrebasse sur la droite, en fait, Mhm. on a tout de suite vu que c'était quelque chose de pas humain, quoi. C'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec les choses qu'on avait déjà vues. À quoi il ressemblait l'objet en détail? Alors c'était une lentille Une lentille. parfaite, Hmm. une lentille parfaite avec des bords très tranchants. Ouais. Et très définie, mais la lumière elle-même n'était pas définie parce qu'elle était, comme je vous ai dit, comme dans un coton. Oui, diffuse. Et Ouais, la lentille était horizontale ou verticale? horizontale. D'accord, couchée, ouais, enfin voilà, horizontale, comme une Et assiette. elle quoi. était à peu près, par rapport à la route, elle était peut-être à, je sais pas, c'est difficile, moins de 50 mètres, je dirais. Et vous avez pu estimer la taille. taille de l'objet? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Et ce que je m'explique pas, c'est que à partir du moment où on l'a vu là en contrebas à droite, Mhm, mhm. tout à coup, on l'a tous vu À en gauche. hauteur à gauche. Et on n'a vu aucun déplacement. Comme s'il y avait une. On n'a rien vu qui faisait que. Comme s'il y avait une forme pour aller là. comme s'il y avait une forme de téléportation. De dématérialisation Oui, et oui. de rematérialisation. J'en sais rien. Ouais. Moi, je vous contente de raconter Mm. les choses qui Ouais. me Vous avez raison. Oui, En fait, turlupinent depuis des années. vous avez raison. En fait, il faut être assez factuel quand on a quelque chose. Déjà, il faut Non, mais savoir c'est que intéressant. il faut savoir que le cerveau, il peut nous induire en erreur. Et il ne faut pas essayer justement de fantasmer ce qu'on a vu. C'est d'être le plus précis Non. possible. Visiblement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez eu quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est la peur quand même. C'est la panique. Parce que et moi, c'est quelque chose. Je suis toujours un peu surpris de voir plein de gens qui me disent ouais, j'adorerais voir un ovni, une soucoupe volante, une rencontre du troisième type, etc. Je ne suis pas sûr d'être très joyeux à l'idée de voir dans mon jardin ou sur une colline ou sur une plage un objet avec des gens qui en descendent, des bêtes ou des humanoïdes qui en descendent, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer tout et n'importe quoi. S'il y a des mondes effectivement extraterrestres, on a peu de chances qu'ils nous ressemblent. Il y aura quand même quelques variantes. Un troisième œil, 4 bras, 6 jambes, je ne sais pas. Donc voilà, parce qu'on ne sait pas comment. Vous vous rendez compte que rien que la variété du peuple humain, rien que sur la Terre, vous imaginez. Donc on imagine avec des mondes venus d'ailleurs. Donc moi je suis pas sûr d'être heureux de voir. Je sais pas ce que tu en penses. Mais là on ne sait pas si l'objet en question était habité. Oui c'est ça, on ne sait pas. Je sais pas. Mais la peur, mais je peux comprendre, c'est-à-dire Non, que il y avait une chose. Ouais. Il y avait deux lumières blanches, deux Vous avez, vous avez parlé de lucioles, qui étaient sur le côté en haut, je revis en haut à gauche, et qui se déplaçaient sur l'objet. Ça me rappelle Rencontre du troisième type, ça. Alors oui, ça, dans énormément de témoignages d'OVNI, il y a l'OVNI lui-même, et à côté, il y a parfois des petites lumières qui tournoient autour. En éclaireur. Quelque chose. Oui, comme s'il y avait des sondes qui allaient se promener ou qui éclairaient autour. Bon, bref, on ne sait pas, mais ça, c'est assez récurrent, ouais. Bon, écoutez, cette expérience, visiblement, vous a marqué. Merci de nous l'avoir livré ici. Alors, visiblement aussi, vous avez beaucoup de choses à raconter. On se permettra peut-être, Alain, de vous rappeler pour peut-être suivre vos aventures et nous dire, puisque vous n'êtes pas un perdreau de l'année, si j'ai bien compris, vous avez vécu beaucoup de choses et j'aimerais bien en savoir davantage. En tout cas, mille merci d'avoir été avec nous. C'est important. Attendez, excusez-moi, ce que je vais vous dire, c'est ça qui pour moi est le plus incroyable. C'est que j'ai revu Andrés
10 ans après. Ouais. Votre compagnon. Et on a évoqué des souvenirs. Et c'est lui qui m'a rappelé ce souvenir-là, bien que je ne l'avais pas oublié. Mais il refusait d'y croire. C'est-à-dire, il l'avait vu, il y avait été, mais pour lui, ça n'avait pas existé. Mais parce que ça dépasse l'entendement, Alain. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui n'est pas habituel, qui est bizarre, qui n'est pas dans votre champ de connaissances, mais vous savez, moi je vais vous dire une chose, hein. Moi je fais de la plongée sous-marine. Quand je suis en mer et que je suis à 40 mètres de profondeur et que je vois un poisson que je connais pas ou je reconnais pas, bah, j'ai le palpitant et je bouffe de l'oxygène. Vous voyez ce que je veux dire? La première fois que j'ai vu un ovni de 5 mètres, je peux vous dire que un requin, un requin de 5 mètres, je n'étais pas très à l'aise. Voilà, donc, et je pense que c'est un peu la même chose quand on n'est pas disposé ou qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quand on n'arrive pas à expliquer. Qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est troublant. Hein, donc, pour moi, c'est incroyable de voir quelque chose et ne pas croire en ce qu'on a vécu et vu. C'est ça qui... Oui, c'est étonnant, plus que l'objet, plus que ce qui s'est passé en soi. C'est plutôt ça, moi, qui m'a épaté. Mais il y a des gens, qui sont dans le déni, vous savez. Je vais aller très vite. Bon, donc en quelques secondes, j'ai une autre chose à vous raconter, toujours en Andalousie, qui est complètement différent, mais qui va peut-être vous donner à réfléchir. J'ai vu sur la route qui allait de Grenade à Ronda, vous connaissez certainement. J'ai vu sur une colline, sur ma droite, en hauteur, un pan de mur gigantesque avec des blocs gigantesques qui devaient faire, je sais pas, entre 3 et 5 mètres chacun, et en marron-rouge. Et je les ai vus. J'ai été invité après, le même jour, c'était pour ça que j'y étais allé, par le conseil municipal de Ronda, et j'ai demandé, donc j'avais le maire en face de moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est la muraille qui est en entrant, je sais pas, à 30 ou 40 kilomètres? Et il m'a dit, non, il n'y a rien. Alors j'ai dit, mais si, il y a un mur. Il fait peut-être, je sais pas, 50 mètres de long, mais il fait au moins 5 mètres de large et 5 mètres de hauteur. Non, il n'y a rien. Et quand je suis repassé en rentrant, évidemment, j'ai regardé, il n'y avait rien. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous vivez des choses assez incroyables, donc on vous rappellera. Non. Bon, en tout cas, mille merci d'avoir été avec nous, Alain, du côté de l'Andalousie. Protégez-vous de la chaleur parce que j'imagine qu'il commence à faire déjà très très chaud. On a été ravis en tout cas de vous avoir et à très bientôt. Au revoir. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Comme le dit Ravi Shankar 27, passionnant tout ça. Oui, c'est passionnant. Et on est là pour vous écouter 01 86 22 21 20. Et si vous voulez découvrir toutes les émissions que nous mettons à votre disposition, les dossiers inexpliqués de Jocelyn F. Keller, toutes les émissions de Jean-Patrick Portal, d'Egon Kragel, de Patricia Daré, de Pascal Lafargue, et toute l'actualité, bien sûr, hein, spirituelle, ovniesque, que nous évoquons chaque semaine en recevant tous les auteurs qui écrivent, tous les spécialistes qui évoquent ce sujet. N'hésitez pas, abonnez-vous, regardez, puisque nous fêtons nos 10 ans, nous avons passé tous nos abonnements au sans engagement. Je voudrais, Jocelyn, évoquer 7 BD. Cela va de soi, tu voulais en parler? Absolument. Alors d'abord parce que son auteur Serge Hannequin m'a gentiment demandé de lui écrire sa préface. Alors moi j'avoue que je connaissais ni Serge ni ce qu'il faisait, j'ai découvert toute son œuvre qui est absolument fascinante. Il a fait une BD avant qui s'appelait Constellation, qui était vraiment dans le monde des ovnis. Et donc là, quand il m'a présenté le synopsis, j'ai fait « Ah oui, ça c'est pour moi ». En gros, je vais faire le pitch pour très vite pour vous donner l'envie de lire cette BD. Alors on dit roman graphique maintenant. Ah bon? Oui. On dit plus BD. Non, roman graphique. C'est plus mieux. C'est plus prestigieux, je trouve. Et c'est vrai que ça reflète un peu mieux le contenu du livre. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui s'appelle Jules, qui est un provincial et qui vient à Paris pour étudier le cinéma. Et en fait, il veut faire un documentaire sur les films maudits.
Donc déjà, ça me titille. Et dans les 2 films maudits, il a trouvé 2 documents absolument incroyables et authentiques, je le précise, j'ai vérifié. Un court-métrage de Jean Cocteau qui s'appelle Coriolan, qu'il aurait tourné, on va dire, à les fins des années 40. On se souvient que Jean Cocteau, c'est aussi La Belle et la Bête. Hein. Exactement, oui, grand film, etc. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un film que personne n'a vu, qui est détenu. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, je n'ai pas le temps ici, mais qui, vous verrez, c'est bien raconté dans la BD. Mais en tout cas, que personne n'a vu, mais qui existe réellement. Et la fameuse vidéo d'Elisa Lam. Alors, Elisa Lam, c'était une jeune fille canadienne qui était morte dans des conditions très étranges au Cecil Hotel à Los Angeles. D'accord, on en avait parlé ici. Voilà. Il y a un dossier sur BTV. Bien sûr, il y a un dossier inexpliqué. Il y a longtemps. Voilà. J'en avais parlé de cette affaire. L'affaire est arrivée en 2013, j'en avais parlé en 2014-2015. Et donc, dans cette vidéo, voilà, Elisa Lam, elle est effectivement... dans cette vidéo, cette vidéo montre les dernières images d'Elisa Lam vivante. Voilà. D'accord. Et donc, cet étudiant dans la BD va essayer de trouver un lien. Enfin, lui, il est persuadé qu'il y a un lien. Et ça devient obsessionnel chez lui entre le film de Cocteau et la vidéo d'Elisa Lam. Voilà. Et à partir de là, on va dire que tout va partir en vrille. Je m'arrête là. Donc écoutez, en fait, c'est aux éditions Paquet, que je ne connaissais pas non plus, mais qui font du bon boulot. Et donc, moi, je suis très admiratif des œuvres de Serge. Magnifique, cela va de soi. Donc, c'est un joli roman graphique. Et il prépare, j'espère que j'ai le droit de le dire, il prépare une BD sur les arêtes de Lyon, les fameux souterrains. D'accord, ouais. Voilà. Qu'on a évoqué sur BTLV ici. Je connais bien le sujet aussi. Bien sûr. On va continuer dans cette libre antenne à parler de vos expériences dites étranges, singulières, qu'on va classer dans la catégorie paranormale, au 01 86 22 21 20. À suivre également l'actualité OVNI avec Pascal Fechner. Et elle est dense. On aura peut-être Wissem, puisque c'est Christelle qui va prendre sa place pour l'instant. Et elle est avec nous. Bonsoir Christelle. Oui, bonsoir. Ravi de vous accueillir Christelle. Vous nous appelez d'où? Oui, merci. Je suis de Rennes. Où, pardon, voilà. J'ai pas entendu. Rennes, en Bretagne. D'accord. Alors Christelle, racontez-moi ce qui vous est arrivé en 2022 alors que vous étiez à Rambouillet. Ah oui, alors j'étais dans la chambre de ma petite sœur qui a un petit peu moins de 30 ans. On est au rez-de-chaussée dans cette chambre. Il est à peu près 1h30 du matin, quelque chose comme ça. C'est le mois de juin, donc il fait bon, on est à la fenêtre. Elle a un ami qui est de l'autre côté de la fenêtre et c'est un jeune homme, parce que moi je suis un peu plus vieille qu'elle, 16 ans d'écart, donc voilà. Donc il y a un ami qui à elle qui est de l'autre côté, en papote, et il était vraiment à l'extérieur, quoi. Il était au bord de la fenêtre, mais à l'extérieur, quoi. Et en fin de compte, on était en train de parler de sa famille, qui est une famille de longue date du quartier où j'ai grandi, moi, là-bas, à Rambouillet. Et ma famille qui est aussi très, très ancienne sur place. Et je parlais donc de ma grand-mère, et qui connaissait sa famille, enfin, plein d'anecdotes à son sujet. Et à un moment donné, je me souviens sur le lit pour me rouler une cigarette. Et en parlant comme ça, parce que lui, il commençait à me dire, je lui dis, attention, parce qu'à force de parler d'eux, parfois il se pointe, quoi. Parce que ça m'arrive souvent. Donc, et à un moment donné, je sais plus, il était en train de dire quelque chose. Et je suis là, c'est bizarre, je sens quelque chose sur la partie gauche de mon visage, comme si on me touche. Et j'effleure ma figure. Et là, je vois comme... alors, c'est vraiment difficile à décrire. Parce que je crois que j'ai jamais entendu ça sur votre antenne. Je vois comme, vous savez, les flocons de purée déshydratée. Oui, bien sûr. Qui tombent de mon visage. Donc, je regarde tout de suite. Il y a un miroir à ma gauche. Donc, je tourne immédiatement la tête parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai là? Et je regarde et finalement, cette chose se désagrège et disparaît. Comment? C'est-à-dire que je suis assise et il n'y a absolument aucune trace de ce truc-là sur mes jambes. Et je regarde en face de moi et je dis, mais qu'est-ce que je regarde ma sœur qui était de dos, qui n'a rien vu, le jeune homme qui était en face de moi qui n'a rien vu non plus. Il dit, tiens, c'est bizarre. Et je dis, tiens, c'est ma grand-mère qui a dû venir me dire coucou, du coup, parce que je parlais d'elle. Oui. Et à ce moment-là, il y a, déjà, je suis hyper
hyper surprise de ce truc-là parce que j'ai déjà été touchée, mais là, de voir quelque chose de physique, mais finalement qui disparaît, quoi. Non, je suis restée sur les fesses. De toute façon, j'étais déjà assise, donc. Et lui, je vois d'un coup qu'il fait une tête. Il regarde sur le côté, d'un seul coup. Donc, il est à l'extérieur de la chambre, à l'extérieur de l'immeuble. Hein, et il me dit, je viens de voir une boule lumineuse. Et là, je lui dis, tu te fous de moi, parce que il sait que je suis à fond là-dedans, parce qu'il m'arrive tout le temps plein de choses. D'ailleurs, j'ai déjà témoigné il y a quelques années sur votre antenne, donc voilà. Et je lui dis, tu te fous de moi, parce que je sais que les gens, ils aiment bien un peu tourner en ridicule. D'ailleurs, j'ai hésité à appeler ce soir, à témoigner, parce que parfois le chat, les gens vraiment sont très très moqueurs, et j'avoue que j'avais une boule au ventre toute la soirée. Vous savez, il n'y a que ceux qui ne font rien et qui sont tapis dans l'ombre qui peuvent rigoler, hein, mais et ils prennent pas de risque. Il ne faut pas en tenir compte. L'important, c'est que nous sommes là pour vous écouter avec bienveillance, sans jugement. Voilà, et en plus en tout anonymat, parce qu'en fait, voilà, on vous voit pas. Et alors, les trolls qu'il y a sur Internet, moi je trouve ça très bien, parce que en fait la communauté de BTLV les envoie paître d'elle-même, donc ça c'est plutôt cool. Vous les envoyez chier et c'est tant mieux. Mais vous savez, des mauvais coucheurs, il y en a toujours. Et moi, ce que j'aime toujours, c'est si j'aime pas un plat, je ne vais pas le manger. Donc si vous n'aimez pas, vous qui vous moquez, ne venez pas. On est ici entre nous et on est là pour écouter tous ceux qui, comme vous, hein, avaient vécu, Christelle, des choses assez étranges. Moi, ce que je voudrais revenir sur la texture. J'ai pas fini, pardon. Hein. Ah, mais juste, je suis désolée. Juste la texture. Le truc qui est tombé là, en fait, vous m'avez dit que c'est comme des flocons de purée déshydratée. Mais vous avez touché, c'était physique, hein? Mais c'était pas, j'avais la sensation que c'était pas palpable, mais je le voyais, ce truc. D'accord. C'était vraiment, puis ça fait dégueulasse de dire, on dirait des squames pardon, parler comme ça, mais c'était vraiment pas palpable, mais j'ai senti comme, vous savez, comme on dit souvent, ou un fil d'araignée ou quelque chose, mais j'ai vraiment quelque chose qui m'a effleuré le visage, et c'est pas de la peinture qui est tombée du plafond, sinon j'en aurais des morceaux sur les genoux. J'étais vraiment assise, j'ai regardé immédiatement, parce que justement, je regarde suffisamment vos émissions pour me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça peut être? Il y avait un miroir. J'ai immédiatement tourné la tête, voir est-ce que j'avais pas quelque chose dans les cheveux ou autre. Mais non, rien du tout. Et donc, je voudrais finir juste ce témoignage-là, parce que donc il se passe ça. J'ai le jeune homme qui me regarde et qui me dit, je viens de voir une boule lumineuse sortir de la chambre. Et j'ai regardé, j'ai dit, tu te fous de moi. Et il me dit, je te le jure sur mes morts. Donc, voilà. Et il me dit, mais déconne pas, parce que moi, je rentre en trottinette, en fait. Et il était terrorisé. Et je lui dis, mais t'es sûr que tu te fous pas de moi, parce que j'ai tellement l'habitude que les gens se moquent en disant, ouais, de toute façon, toi, t'es perché. Bref, peu importe. Et je l'ai revu 2-3 jours après. Et je dis, au fait, tu penses pas que ça pouvait être un chat, tu sais, avec les lumières, les yeux brillants du chat, un chat qui a couru, ou c'est des chats. Il me dit, non, je te jure, c'est sorti du mur. J'ai dit une boule, mais lui, il définissait ça plutôt comme je dirais un cigare, quoi, un truc ovale, peut-être d'une quinzaine de centimètres de long. Mais pour moi, c'est une boule qui a dû sortir, parce que ça a disparu immédiatement. Mais il m'a dit, mais je te promets que je dors mal depuis ce jour-là. Et je l'ai revu encore quelques temps après, et ça l'a vraiment effrayé. Alors moi, sur le coup, je dis, bon, de toute façon, ça doit être ma grand-mère qui est venue faire son petit coucou, vu qu'on parlait d'elle. Mais voilà. Et ce truc-là qui est glissé de mon visage, là, je n'ai pas d'autre description que ça, quoi, parce que, en plus, ça, c'est vraiment désagrégé en tombant petit à petit, quoi. C'est peut-être un fantôme qui vous a fait un petit peeling, hein, du visage, hein, donc voilà, juste là, et se sont dit, voilà. J'espère que parce que franchement, j'espère que j'ai pas autant de peau morte que ça, parce que c'était un petit peu. Bon, écoutez, en tout cas, c'est une expérience assez incroyable, étonnante. On n'a jamais entendu ça, effectivement. Les liens qu'il y a entre souvent des sensations et des lumières
lumière ou des boules, des choses comme ça. On a eu pas mal de boules aussi, de témoignages ici de gens qui voyaient des boules lumineuses dans leur chambre. Après, moi, je etc. pensais plutôt effectivement aux sensations. Les gens qui vont à Fougerel racontent souvent qu'il y a dans certaines chambres, tu as des sensations que parfois, quand tu dors, on te touche les cheveux, on touche le visage, mais gentiment. Enfin, oui, on a déjà. Donc c'est ça, touché les cheveux aussi. Voilà, c'est assez. Moi, il y a 3 fantômes qui sont morts parce qu'ils voulaient me toucher les cheveux. Et ils ont eu du mal. Hein. Donc voilà. Donc ça, ils ont essayé, ils sont morts 2 fois. Donc voilà, lui, on s'en fout. C'est assez fréquent. Non, mais c'est assez fréquent. Voilà, les effleurements comme ça. Ouais. Les petites boules lumineuses, oui, il y en a parfois. Alors parfois, il y a des explications rationnelles à ça Bien aussi. sûr. Hein. Mais bon. Écoutez, en tout cas, sur le coup, c'est vrai que j'étais vraiment. c'est étonnant. Quand il m'a dit j'ai vu quelque chose partir, sur le coup, mon réflexe c'était de dire non mais il se fout de ma gueule, pardon de parler comme ça, mais j'ai dit non mais il se fout de ma gueule parce qu'il sait que il a vu que j'étais à fond. Et finalement, non, le type, même son nom dans mon téléphone, c'est Ghost Adventures maintenant. Oui. Parce que à chaque fois qu'il me voit, à chaque fois, il m'en parle. Donc, c'était vraiment quelque chose de singulier, quoi. Et puis, ce phénomène-là que je pouvais voir, mais qui n'était pas palpable, enfin, c'était assez incroyable. Voilà. Et ben voilà, vous êtes passé dans la 4e dimension, Christelle. On vous embrasse très fort. Ça fait longtemps, je crois. Oui, j'ai la sensation. On vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV. Alors là, mesdames, messieurs, nous sommes en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Bien sûr, c'est comme à l'accoutumée l'occasion pour vous de témoigner de toutes les expériences que vous avez vécues, singulières, bizarres, que l'on pourrait qualifier de perchées. Alors, c'est vrai que quand on en parle à des gens qui sont ultra rationnels, on a du mal à expliquer ce que l'on a vécu et être entendu. Mais regardez ce témoignage d'Isabelle qui dit « J'adore l'émission, ça me permet de voir que je ne suis pas seul à avoir vécu des choses. » On est nombreux et nombreuses à avoir le champ des possibles ouvert. Parmi vous, certains ont vécu des expériences, d'autres non. On est là pour vous écouter, 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. On va avoir, sans transition aucune, Pascal Fechner, l'homme du Maybe Planet, mesdames, messieurs, qui va nous permettre dans un instant d'en savoir plus. Avant cela, j'aimerais vous signaler qu'il y a une masterclass. Ce sera le mardi 20 juin. Alors, à l'origine, on avait annoncé le 15 et puis finalement, on a eu quelques soucis de calendrier et pour réunir tout le monde. Sandrine Chopin sera à la baguette et elle recevra Françoise Dallet, qui est une spécialiste des mémoires karmiques et transgénérationnelles. D'ailleurs, j'aurai le plaisir de la recevoir dans quelques jours parce qu'elle a sorti un super bouquin de ce côté-là. Moi, j'aime bien l'idée qu'effectivement, au fil du temps, nos corps enregistrent des choses ou sont... Et puis peut-être qu'on les transmet à notre descendance et c'est peut-être ça qui, parfois, peut expliquer certains comportements. Dans tous les cas, elle vous permettra de vous en libérer quand c'est un peu lourd à porter. Donc, ce sera la masterclass le 20 juin à 20h. Vous pouvez vous inscrire. Je crois que Noémie va mettre le lien pour que vous puissiez en profiter. Je le disais, il est avec nous. Il est grand, il est beau, il est fort et il est l'homme du Maybe Planet. C'est Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut, je me demandais de qui tu parlais. Mais non. Bon, je suis ravi de t'accueillir Pascal pour évoquer cette actu OVNI qui est assez riche cette semaine. Oui, alors, juste, je ne l'avais pas mis dans le timing, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la NASA a fait une conférence de presse assez intéressante. Alors, on n'a pas eu le temps encore de la dépioter, mais ça va être un beau sujet pour les semaines à venir. D'accord, magnifique. On sait que la NASA s'intéresse de plus en plus quand même au sujet OVNI et qu'elle a permis, par l'intermédiaire de son nouveau boss, à tous ces chercheurs d'explorer ce sujet sans être stigmatisés. Ça veut dire que les choses évoluent. Alors Pascal, première actualité, c'est un... Alors, moi j'aime bien, moi je vais vous dire une chose, on va en parler, c'est un crop circle, Pascal, c'est le premier de la saison, celui-ci. Alors en tout cas, il est annoncé comme le premier de la saison. Alors il est joli, il est très bien réalisé, mais enfin, on voit un petit peu les possibilités, pour pas dire autre chose, que ce soit fait par la main humaine, les chemins de tracteurs qui sont là, qui permettent d'aller au centre. Il y a toujours des chemins de tracteurs, de toute façon, donc ça c'est sûr. Ouais.
Donc il est beau, mais il n'a rien d'impossible. Voilà, hein, c'est toujours un petit peu mon critère pour les crop circles. Il est très bien réalisé, mais il est tout à fait réalisable par une équipe motivée au sol, sans problème. Alors, effectivement, les crop circles débarquent, c'est la saison. D'ailleurs, on en a fait un article, hein, parce qu'on a relayé l'information sur btlv.fr, mais c'est vrai que les fans de crop circle désespéraient, parce qu'en fait, la saison n'avait pas commencé. Généralement, ça commence avril, mai. Et surtout, pendant la période du Covid, il n'y en a pas eu. Et c'est ça. C'était étonnant, d'ailleurs. Personne n'était dehors et il n'y avait pas de crop. Alors, si je veux aller dans le mystère, je dirais que la Terre était reposée, donc elle nous annonçait pas de message. Mais si par exemple, on veut aller plus loin, on peut imaginer effectivement que la main de l'homme était plus discrète pendant la période du Covid. Autre actualité, mon Pascal. Autre actualité, alors je crois que je t'ai transmis une petite vidéo, si je dis pas d'ânerie, où on a nos amis extraterrestres qui font du base jumping. Alors je sais pas si tu as pu la caler ou pas, cette vidéo. Je te propose justement de la regarder, et puis on en parle juste après. Bon, alors là, effectivement, si les extraterrestres s'amusent à faire du base jump, alors là, voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, en toute honnêteté, t'es loin dans la vallée, tu peux être pris au piège et te dire qu'est-ce que c'est ces lumières, parce que là, les base jumpers, c'est vrai que souvent ils ont des fumigènes. Là, on a la sensation qu'ils ont carrément des flares, des fusées éclairantes qui peuvent, en plus, ils sont vraiment bien alignés comme la patrouille de France. Ça peut être pris pour des ovnis. C'est la courbe initiale qui est quand même assez étonnante au départ, hein, parce que vraiment, au début, ils sont en chute et ils se redressent de par, je pense qu'ils ont des combinaisons d'hommes volants, tu sais, là, avec ces combinaisons. Wingsuits. Mais ils passent, Wingsuit, je crois que ça s'appelle, mais ils passent près de la montagne quand même. Il ne faut pas se rater, il ne faut pas pousser l'autre, hein, sinon c'est pas bon. Mais je vais te dire, c'est pour ça que je le fais pas. Tu vois, voilà, c'est pour ça que je reste sur mes spatules. Voilà, donc autre actualité, alors qu'a fait beaucoup parler. Alors on va regarder. J'aimerais que tu m'expliques, parce que ça, c'est une vidéo qui est arrivée de Roswell, hein, c'est ça, je crois. Ouais. Alors là, on est à Roswell, hein, donc tu comprends quand même l'étonnement et je dirais le buzz que ça a pu faire. Et c'est vrai que de loin, on se demande ce que c'est. Alors, on se dit, est-ce que c'est une montgolfière? Mais ça paraît quand même assez plat. Est-ce que c'est un ballon? Ça, c'est des cheveux, hein, rassurez-vous. Est-ce que c'est un ballon loon? C'est pas Chewbacca qui est passé devant la caméra. Donc, c'est vrai que je peux comprendre quand même que ça a pu étonner. Puis encore une fois, ça se passe à Roswell. Roswell, terre, s'il en est, des ovnis. Donc, mais on a eu l'explication malgré tout, pas de la part. Voilà. Alors en fait, c'est ça. C'est un ballon assez fou quand même, hein. C'est la société Scale qui fait ce genre de ballon. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est un ballon, là on le voit pas trop, mais qui en fait va s'élever et va parfois s'élever à l'horizontale, voilà, comme ça, à la verticale, pardon. Et ce qui donne les images qu'on a vues. Alors ce matériau qui est très particulier, reflète énormément le soleil. Ouais, ça fait chier, hein. Honnêtement, ça m'emmerde, parce qu'en fait, tous ces trucs foutent le bordel, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a méprise. Là, l'objet, là, tu le prends dans le ciel avec cette lumière éclatante du soleil sur un matériau qui semble être presque du métal ou je sais pas quoi, ça peut induire en erreur. C'est-à-dire que la recherche ufologique aujourd'hui va être de plus en plus compliquée, Pascal. Ben c'est ça qui est chouette, c'est un défi permanent à l'imagination et au discernement. Mais encore une fois, ça se passe à Roswell, hein, donc en plus, ça rajoute. Mais il y a peut-être un mystère. Alors c'est vrai qu'il y a ce matériau qui est utilisé pour ces espèces de montgolfières, qui a créé un petit buzz en disant mais est-ce que c'est pas du matériel qu'on aurait récupéré à l'époque? Est-ce que ça a pas une matière de forme? Est-ce que voilà? Alors moi je rigolais en disant mais j'ai du papier alu pareil dans ma cuisine, mais bon voilà, c'est vrai que c'est un matériel assez intéressant. Ce serait bien de savoir exactement ce qu'il en est. Alors, voilà. il y a une Donc chose la porte reste ouverte. Hein. Exactement, la porte reste ouverte. Et surtout, ce qui est important de signaler avec cette revue de presse de l'OVNI, c'est que quand c'est inexpliqué, on le dit. Mais quand on a des explications, on le dit aussi. Et c'est ce qui va faire finalement que cette peut-être
univers ovniesque va prendre ses galons, voilà, et va peut-être aujourd'hui et dans l'avenir devenir une science, en tout cas à étudier. On voit bien que beaucoup le disent, qu'il faut le faire, mais c'est par la crédibilité des rapporteurs, hein, de ces observations que l'on va peut-être avoir quelque chose de sérieux un petit peu. À propos d'OVNI, mon Pascal, on va évoquer 2 aéroports qui ont été fermés pour des raisons ovniesques là aussi. Alors oui, alors effectivement, on a eu 2 aéroports internationaux qui ont été fermés, un aéroport en Turquie, Gaziantep, je crois, si je dis pas de bêtises, et un aéroport en Thaïlande également. Donc, alors, ce qui a été signalé, ce sont des objets qui n'auraient pas dû être là et qui étaient dans l'espace aérien de sécurité. Gaziantep a été fermé quand même 12 heures, hein, c'est quand même pas rien. Surtout Gaziantep, c'est vraiment la porte d'entrée des Britanniques, des Anglais pour la Turquie, donc ça a dû mettre un beau why. On n'en sait pas plus, hein, il n'y a pas eu d'explication apportée, en tout cas nous on ne l'a pas trouvé. Bon, alors est-ce que ce sont des drones, comme on a pu connaître en Grande-Bretagne il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années à la période de Noël. Mais enfin voilà, hein, il y a des objets qui sont là où ils ne devraient pas être, et ça pose quand même des problèmes de sécurité importants. Je voudrais répondre à Ésotérisme qui dit « Bob, vos théories sont trop timides ». Non, parce qu'en fait, je comprends, mais en fait, il ne faut pas être dans le fantasme. Je sais très bien que vous qui nous regardez, vous avez envie d'avoir des extraterrestres à tous les coins de rue, des ovnis. Moi, je suis le premier, sinon je n'aurais pas créé BTLV. Vous voyez ce que je veux dire, mais entre la réalité et le fantasme, il y a un juste milieu. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Et c'est souvent décevant, parce que quand on a l'explication et quand on voit quelque chose qui n'est pas rationnel, on a tout de suite envie d'avoir une explication extraordinaire, magnifique. Mais rappelons-nous, à annonce extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Sinon, ça reste un peu compliqué et on est toujours dans le fantasme. Et Dieu sait si j'aime fantasmer. Hein, je regarde Cameron Diaz, je me dis c'est un ovni, je fantasme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Charlize Theron, c'est pareil quand elle fait la pub Dior, j'adore. Donc voilà. Bon, alors, Wonder Woman. Alors je suis assez d'accord avec toi. Gal Gadot a supplanté un peu Cameron Diaz dans mon cœur. Hein, donc voilà. Complètement. Et en plus, elle est Wonder Woman, je l'imagine au lit. Donc voilà, avec tout le pouvoir, ça doit être extraordinaire. Trêve de plaisanterie, on va revenir à l'actualité OVNI avec Jérémy Corbel, que l'on connaît ici, parce qu'on l'a déjà reçu, et Georges Knapp, qui ont fait parler d'eux. Ouais, là, c'est le drama de la semaine, puisqu'à travers leur émission Weaponized, ils ont sorti une nouvelle vidéo qui est intéressante, hein, d'ailleurs, hein, qui a été filmée en avril 2021 sur un grand terrain militaire. Donc là, la réalité des objets qui sont filmés et photographiés n'est pas contestable, hein, c'est absolument pas un fake. Maintenant, sur la nature de ces lumières, bah là, c'est vrai que ça a été la tornade sur les réseaux sociaux. Mick West s'en est mêlé, John Greenwald du Black Vault s'en est mêlé également. Bon, voilà, encore une fois, Corbel et Knapp soufflent un peu le chaud et le froid. C'est toujours assez compliqué avec ces deux personnages. Pour beaucoup d'observateurs, ce sont simplement des flares, hein, qui ont été envoyés sur la base militaire. Il faut savoir que lorsqu'ils ont présenté cette vidéo, Corbel et Knapp se sont bien gardés de dire que ce jour-là, et il y a des images de l'armée, eh bien il y avait de grandes manœuvres militaires d'entraînement, donc ça peut casser un petit peu le mystère. Ce qui pose problème, c'est cette forme soi-disant triangulaire qui a été photographiée. Mais il est tout à fait possible que ce soit un défaut d'image, puisque c'est une photo avec un smartphone qui, encore une fois, n'est pas fait pour photographier des choses très loin dans le ciel. Alors, ce qui est troublant, c'est que moi, j'ai lu ou j'ai écouté le témoignage d'un des militaires qui disait on a l'habitude de voir des flares, c'est pas des flares, on sait ce que c'est. Donc, en fait, l'ambiguïté, elle est là. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui, effectivement, on le sait, Jérémy Corbel et Georges Knapp sont des animateurs, sont des documentaristes. Donc, eux, leur truc, c'est d'étudier bien sûr le sujet, mais d'essayer de tirer la pelote et le fil le plus loin possible. Quoi qu'il en soit, ce qui est toujours étonnant, c'est d'avoir des témoins qui disent « Mais non, mais moi j'ai l'habitude, on était des dizaines de militaires et on sait que c'est pas des flares. » Alors là, ce qui est troublant quand même, Pascal, c'est la forme en triangle, parce que je sais pas si les flares, moi je suis pas militaire, hein, j'ai fait 1 jour et demi d'armée, donc je peux pas vous le dire, hein, donc voilà. Mais est-ce que les flares peuvent être en triangle comme là? Parce que c'est ça qui est troublant. Alors, si vraiment tu prends la photo et tu essaies de faire un triangle, tu vas avoir une espèce de triangle assez mal foutu, hein, très concrètement. Ça va pas voler, hein, je te le dis. Maintenant, il y a eu différentes photos. Le problème, c'est que Corbel et Knapp disent à travers leurs témoins que ça a duré 10 minutes, mais ils ne présentent que des vidéos très courtes. Il suffirait qu'ils transmettent l'ensemble des vidéos qu'ils ont.
Et on verrait manifestement, à mon sens, que ça fait pas 10 minutes, que ça fait peut-être quelques minutes, et que le mouvement correspond très probablement à une descente de flares. Mais voilà, comme on n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les données, ben je dirais que tout le monde a raison et tout le monde a tort dans l'histoire. On a passé, avant qu'on en parle, cet article qu'on a posté sur btlv.fr et que tu vas relayer, puisque c'est un professeur que tu connais bien, Gary Nolan, qui fait parler de lui. Ouais, Gary Nolan, qui est maintenant un des personnages, un des animateurs principaux en Amérique, en tout cas du phénomène OVNI. Gary Nolan, pardon, c'est pas n'importe qui, hein, c'est vraiment un vrai chercheur. Il a obtenu énormément de brevets, il a déposé énormément d'inventions. Il a été contacté à une époque par des organismes type CIA pour enquêter sur des cerveaux qui auraient été exposés à des choses un petit peu particulières. Et aujourd'hui, la conviction de Gary Nolan, c'est vraiment que bien, les extraterrestres sont là, ils nous visitent, il n'y a pas de contestation là-dessus. Et en plus, les Américains travaillent sur de la rétro-ingénierie. Il dit qu'il est en contact avec des gens qui ont travaillé sur de la rétro-ingénierie, mais il avoue quand même qu'il n'a jamais été dans le cockpit d'une soucoupe, et que bien, si d'aventure un jour il se rendait compte qu'il avait tort, ben, il dirait qu'il s'est trompé, et c'est ça la science pour lui. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une forte conviction, mais encore une fois, ça reste de la conviction parce qu'il ne peut pas prouver ce qu'il avance comme théorie. Mais alors, c'est un personnage intéressant. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les garçons. C'est-à-dire que annoncer comme ça, je crois que mon article démarre je crois qu'il y a, je sais plus, c'est un gros truc a été lancé, un pavé dans la mare, quoi. C'est-à-dire que voilà, le problème, il est là, il est que vous avez des gens qui ont pignon sur rue, en plus, qui sont plutôt Stanford. C'est-à-dire que nous trois, là, il faut nos 3 cerveaux pour aller à Stanford. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et encore, je suis même pas sûr qu'on passe je suis pas sûr, l'examen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des mecs qui sont brillantissimes et qui se permettent ça. Je ne sais pas s'il y a une volonté de décrédibiliser encore le sujet par des effets d'annonce comme ça, ou alors d'aller trop vite dans la découverte et dans la recherche. Tu vois, soit il sait quelque chose, alors il peut pas le révéler, ou il n'a pas encore les moyens de le faire, je ne sais pas, et bon, dans ce cas-là, c'est peut-être effectivement un peu trop précoce. Ouais. Soit c'est juste une sorte d'effet d'annonce, mais si c'est vraiment pour dire moi je pense que, bah oui, tout le monde peut le faire, et dans ce cas-là, le fait qu'il soit un super spécialiste, ça le dévalorise. Hein. Enfin, voilà. Ouais, Pascal, je sais pas quoi en penser, moi, là, donc, de ce type de déclaration. Avec Nolan, je pense qu'on est dans l'attitude so fucking what, hein, c'est-à-dire je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Nolan s'est construit à travers son adolescence et à travers sa jeune vie d'adulte, un petit peu contre les préjugés. Ça lui a plutôt réussi professionnellement, hein, en termes de recherche. Et je crois que Nolan, c'est quelqu'un, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Mais il n'hésitera pas à dire aussi, je me suis peut-être un petit peu emporté si d'aventure, un jour, il se rend compte que il a peut-être discuté avec des gens qui annonçaient des choses qui étaient absolument pas vraies. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un d'intègre, qui est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Il n'est pas dans le buzz quand il parle de ça. Mais enfin, encore une fois, il peut pas prouver ce qu'il dit aujourd'hui, c'est évident. Il y a des universitaires qui ont été contactés aux États-Unis, je crois, pour que on sache quel regard ils avaient sur les ovnis. C'est un sujet aussi qu'on a évoqué sur BTLV. Pascal, tu nous en parles. Oui, alors c'est un questionnaire qui a été, alors un questionnaire sur les UAP bien sûr, qui a été envoyé à pratiquement 40 000 universitaires américains. Alors, il faut quand même relativiser. Alors, j'ai pas les chiffres de retour habituels de ce type de questionnaire, enfin, de questionnaire envoyé à des universitaires, mais il faut savoir que seulement 4% de ces 40 000 universitaires ont répondu au questionnaire. Hein. Ce qu'il en ressort, pour la plupart, c'est que beaucoup connaissent ou ont vécu des choses qu'ils n'ont pas pu expliquer, et pour une majorité aussi, bien c'est un sujet qui est intéressant et qui mériterait probablement qu'on s'y penche scientifiquement. Mais encore une fois, quand on voit ce que dit la NASA cet après-midi, on se dit que là, la science commence vraiment à vouloir mettre son nez là-dedans. Et c'est très, très, très intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu vois, des Gary Nolan, des universitaires qui sont contactés, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Donc, à Villob, etc. On voit que le sujet, alors pas en France, hein, parce que alors moi, à chaque fois, je discute d'OVNI, les mecs, mais sont même pas au courant de rien du tout en France. Mais alors, à part des gens qui écoutent nos chaînes, le Maybe Planet ou BTLV, mais j'ai la sensation que le grand public, il est à des années-lumière de tout cela. Moi, quand j'ai des copains, je dis, mais tu sais que le Pentagone a révélé ça, que le New York Times... Ah ben non, j'ai jamais entendu. Attends, écoute, le parrain de mon fils qui vit à Phoenix, qui est américain, n'était même pas au courant.
Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi, aux États-Unis non plus? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la sensation que nous, on veut aller aussi, on a envie que ça marche, mais que les choses vont plus lentement, en tout cas, que les auteurs de toutes ces déclarations. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses. On a quand même le GEPAN en France. bien sûr. On est un des rares pays à avoir un organisme officiel qui s'en occupe. Et on a aussi la commission Sigma 2 qui est rattachée à 3AF et qui font avec Digny aussi un gros boulot. Alors bien sûr que c'est pas assez et bien sûr que le sujet est beaucoup moins médiatique en France qu'outre-Atlantique. Mais enfin, on va voir justement, ça va être intéressant de voir le relais qui va être fait de cette conférence de la NASA, voir si nos médias français vont en parler ou pas du tout. Je pense qu'ils vont en parler, très honnêtement. C'est simple, ils vont en parler si une agence de presse en parle. Ouais. C'est tout. Ouais, Voilà. ouais. C'est tout. Et pour les deux organismes que tu as cités, Pascal, le problème de ces deux organismes, c'est qu'ils ne font très peu de com. Ouais. Ils font pas de com et puis ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Non, mais pour faire la enquêter, com, etc. Non, mais de Donc, temps en temps, un communiqué de mais presse. ils veulent du pas aller GEPAN. sur les Ouais, effets non, ils veulent d'annonce. pas. Non, mais un communiqué de presse du GEPAN ou même pour déclarer, faire une étude ou commenter, ils ne commandent jamais rien. Le problème, c'est qu'ils veulent même pas venir sur BTLV. Donc, à un moment donné, si tu veux, donc le problème, c'est qu'ils sont tellement dans leur coin. C'est un peu comme ça reste confidentiel. l'organisme, si tu veux, qui traite le paranormal, l'IMI à Paris. Ils sont dans leur coin, ils ont leur précaré, ils veulent pas en parler. Ils ont tellement peur d'être pris pour des frappadingues. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a entre eux l'ufologue classique qui, lui, veut tout savoir et le GEPAN. Encore une fois, il y a un juste milieu. Et il devrait y avoir des émissaires, en tout cas des porte-paroles dans ces officines qui viendraient en parler. Les Américains le font. Pourquoi nous, on le fait pas? Voilà, c'est toujours un peu. Bon, on avait eu Luc Digny sur BTLV. Voilà, Luc Digny qui fait un gros boulot. Ouais. Moi, j'ai envie de dire souvent, de l'extérieur, nous pouvons paraître fêlés, mais c'est par cette fêlure que rentre la lumière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aux gens confirmés d'esprit. Là, je suis ému. Hein. Là, il y a du niveau. Hein. Là, il y a du niveau. Bon, écoute, merci infiniment, Pascal, d'être venu nous raconter un petit peu tout cela et nous livrer toute l'actualité UFO sur BTLV ce soir. On te souhaite une belle soirée du côté de Marseille. Ça va l'OM ou pas? Écoute, là, ça craint, tu me poses une colle. C'est le seul Marseillais qui s'intéresse pas au foot. Donc, c'est très dur ce que tu viens de me faire là, quand même. Tu vas être brûlé sur le bûcher de la Canebière, moi je te le dis. Aïe, merde, je vais plus pouvoir sortir dehors. Bon, écoute, on te souhaite une belle soirée, mon Pascal, et puis à très bientôt, bien sûr. C'est BTLV que vous avez choisi. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Dit de faire le ménage sur le chat parce que là j'avais pas ouvert mon micro et faites-le, on n'a pas le temps, j'ai pas 4 bras, j'ai pas 12 cerveaux, je suis pas une pieuvre, voilà, virez les mecs qui sont chiants, dites-leur de passer leur chemin et c'est comme ça qu'on sera entre nous. Je voudrais vous signaler que la semaine prochaine, regardez ce qui vous attend, Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités. Et bien sûr, on va, avec Bernard Baudouin, évoquer les guérisons inexpliquées. Ce sera une très très belle émission en direct. C'est pas fini, bien sûr, sur BTLV. On aura une petite larme, parce qu'en fait, il y a une jeune femme qui est là. Voilà, qui s'appelle Noémie Perrin, qui m'assiste depuis pas mal de temps, que j'avais eu, pour tout vous dire, il y a quelques années en stage, ici, et qui, s'en va. Voilà, elle me quitte. Voilà, elle va vers d'autres cieux. Et tu t'en vas. Alors, je ne sais pas si ton micro est ouvert. J'espère. Il n'est pas ouvert, ton micro, mais c'est pas grave. Alors, tu sais ce que je veux dire? Viens avec moi, viens à côté de moi. Voilà. Et Noémie, voilà. Noémie, ça fait... bonsoir tout le monde. Voilà, ça a été ma stagiaire. Et j'ai toujours... était un peu bluffé par... Tu étais venu quoi? Tu avais 18 ans, c'est ça? Ouais, c'était en 2016. Voilà, et j'avais été étonné par sa maturité. Elle avait tenu la boutique pendant l'été. C'est-à-dire que je lui avais confié les clés du magasin, en disant voilà, démerde-toi. Alors, c'était une grande responsabilité, un défi qu'elle a su relever. Et puis, je lui avais dit, de toute façon, à la fin de ton stage, le jour où tu seras embauchable, je t'embaucherai. Je t'ai appelé, tu es venu. Et puis maintenant, tu t'en vas, tu me quittes. Mais c'est pas grave, on se retrouvera. Mais oui. Bon, merci en tout cas pour tout le travail que tu as accompli
sur BTLV, parce que toutes les émissions, mesdames, messieurs, c'est elle qui les a bookées. Hein. Toutes les émissions que l'on a sur btlv.fr, que vous pourrez retrouver, bien sûr, si vous décidez de nous rejoindre. Et merci mille fois. Je te souhaite une belle vie, une belle carrière. Et puis, à très bientôt, Noémie. Merci. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Tu peux rejoindre et te planquer parce qu'elle n'est pas forcément très à l'aise devant la caméra. Voilà. Bon, merci en tout cas. Je vous rappelle également, ou je vous signale que Giussolino Dalouse, qu'on a déjà reçu sur BTLV, revient pour des stages. J'ai promis à Imana Light de vous annoncer ce que c'était. C'est à Paris 3 et 4 juin et à Toulouse 10 et 11 juin. Vous avez toutes les infos. Regardez, vous ferez un arrêt sur image et vous pourrez récupérer tout cela. Il y a aussi les repas UFO, Paris, la fin du secret. Conférence, là aussi toutes les infos sont avec l'affiche que vous voyez ici. Et puis je voudrais également rappeler ou signaler qu'une conférence interactive exceptionnelle dédiée à la réincarnation sera présentée par Pascal Lafargue le samedi 24 juin de 10h à 17h30. Pascal qui sera prochainement avec moi à mes côtés sur BTLV pour vous proposer une nouvelle et belle émission. Merci mon Jocelyn d'avoir été avec nous. C'était riche ce soir l'émission. Ah oui. Voilà, on remercie tous ceux qui ont été là également sur le chat, qui qui sont les meilleurs ambassadeurs. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de BTLV. Partagez. N'hésitez pas à parler de nous. Faites en sorte que BTLV grossisse. Et surtout, je le dis, abonnez-vous. Je fais mon vendeur de tapis, mais sans les abonnés, il n'y aurait pas le clair. Et profitez-en, c'est sans engagement. Vous venez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Vous partez quand vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci et à la semaine prochaine. Ciao.